Bonjour, Regard d'Afrique reçoit aujourd'hui Antoine Glaser, grand journaliste africaniste, auteur de plusieurs livres, notamment, je signale, le tout dernier « Nos chers espions » coécrit avec Thomas Hoffnung. Et Antoine Glaser, avec lui, il va nous servir de fil conducteur dans un regard, dans un format surtout exceptionnel. C'est que ce duo avec lui va nous permettre de mieux connaître et cerner la politique africaine de Macron, Emmanuel Macron, et pénétrer un peu cet univers particulier depuis 20 mois maintenant. Antoine Glaser, d'abord, comment appréhendez-vous la stratégie de Macron en direction de l'Afrique ? Alors, je crois que la stratégie d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Afrique, c'est une stratégie qui n'est pas encore très visible. Mais il y a quand même un certain nombre de prémices. Tout le monde s'est un peu appesanti sur son premier discours à Ouagadougou, au Burkina Faso, quand il s'est adressé à la jeunesse africaine en disant carrément à la jeunesse africaine, vous n'avez qu'à faire votre révolution comme les jeunes burkinabés l'ont fait en faisant chuter l'ancien président Blaise Compaoré. Mais je crois que la façon, il faut aller au-delà de ça. Je pense que ce que j'appellerais un peu en raccourci, c'est un peu la politique africaine de Macron, c'est un peu l'écho des savanes. Ça veut dire c'est un peu à front renversé. Ça veut dire finalement, faut sortir de la France-Afrique en faisant de l'Afrique à France. On a bien vu à quel point il était très soucieux de voir ce que pensait de l'Union africaine. Et c'est à double détente. D'un côté, il s'adresse beaucoup, il s'appuie beaucoup sur un certain nombre de chefs d'État africains. Et avant d'aborder cette dimension-là, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une stratégie d'affichage. C'est-à-dire que le contenu est là, mais les actes sont rares et en tout cas, l'incarnation. Il y a quand même eu des messages. Quand, par exemple, Emmanuel Macron a fait la promotion de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikawabo, pour la nommer à la tête de l'OIF, la francophonie, qui est quand même une organisation qui est financée par la France et par le Canada en grande partie. On voit bien de choisir finalement un pays qui avait renié à un moment donné le français, la francophonie. C'est un message. Ça veut dire clairement, je veux sortir du précaré franco-africain. Je fais la promotion finalement d'un pays qui est assez décrié en France, en particulier dans les milieux militaires français, par rapport au génocide rwandais où un certain nombre d'hommes politiques français, des militaires avaient été accusés par le Rwanda. Donc de choisir la ministre de Paul Kagame du Rwanda, c'est quand même déjà assez fort. Et on voit que très souvent, quand on l'accuse, on dit mais quelle est la position de la France ? Il dit moi je regarde ce que fait l'Union africaine. Pour s'intéresser à ce qui se passe dans les deux Congos, il est très proche du président João Lourenço de l'Angola. Donc encore une fois, c'est ce que j'appelle un peu l'écho des savanes. Oui, pour mieux comprendre cette manière de faire, d'abord il faut peut-être s'attarder sur ceux qui font la politique africaine et les hommes clés de ce système. D'abord, comment peut-on définir cette galaxie ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une vue de l'intérieur de ces personnages clés, si je puis dire ? Absolument, ça veut dire, vous savez, quand les pays ont des difficultés de relations entre eux ou avec tout un continent, ils s'adressent à qui ? Ils s'adressent aux services spéciaux, parce que dans les services spéciaux, les hommes du renseignement sont souvent les premiers à savoir qui fait quoi. Et on voit bien que ce n'est pas un hasard si Emmanuel Macron, au niveau de son staff, s'appuie d'un côté sur les hommes du renseignement qui sont Franck Paris, son conseiller Afrique, qui a été un directeur adjoint du renseignement. De l'autre côté, son directeur Afrique du Quai d'Orsay, la diplomatie, qui est un diplomate, mais qui a été directeur de la stratégie. Et pour un peu, d'un autre côté, pour ce côté écho des savanes, il a créé un conseil présidentiel africain avec des Africains en disant, pour définir finalement la politique africaine de la France, où maintenant il dit il y a une politique
de la France vis-à-vis de l'Afrique, il s'appuie sur, en fait, des Africains de la diaspora, des Français d'origine africaine. Mais vous qui êtes vraiment un connaisseur à travers les livres précédents sur la politique africaine de la France et les Messieurs Afrique, d'abord, il faut dire que Franck Paris, c'est pas un africaniste, c'est un homme qui connaît très peu l'Afrique. Absolument, mais ça, encore une fois, c'est quand la France a des difficultés, il faut quand même toujours rappeler très brièvement que la France a été complètement dominante dans un système intégré politique, militaire et financier de 1960 jusqu'à 1990, jusqu'à la chute du mur de Berlin, ce qu'on appelait la France-Afrique, en particulier qui a été la définition de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny, de gens qui ont vraiment cru à une communauté de destin entre la France et l'Afrique. C'était la France-Afrique d'État, un système totalement intégré. Ensuite, à la chute du mur de Berlin, personne n'a vu l'Afrique se mondialiser. Et dans une Afrique mondialisée, les intérêts français pèsent de moins en moins. Et je dis toujours que la présence de l'armée française sert en quelque sorte de cache-misère à une présence française globalement déshérence. Donc, je pense que Emmanuel Macron a pris conscience de la faiblesse de la France en Afrique, a toujours des hommes de l'ombre, même si ce ne sont pas des africanistes stricto sensu, pardon, bien que Rémi Maréchal, directeur Afrique, soit plutôt un swahiliste qui connaît bien la Corne de l'Afrique, mais ce n'est pas vraiment quelqu'un du précaré. Mais en même temps, je pense que Emmanuel Macron est le premier président français qui va tenir compte des diasporas françaises d'origine africaine. Justement, avant d'aller vers ce sujet qui est un élément très important dans le socle de cette politique, d'abord il faut s'interroger sur cet outil nouveau qui s'appelle le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Est-ce que vous avez essayé d'approcher, de voir ce mode de fonctionnement? Est-ce qu'il va avoir un poids dans cette stratégie? Il a déjà un poids, je veux dire, c'est un Conseil présidentiel africain avec, en même temps, il y a un certain nombre de personnalités qui ont été, comme son secrétaire général, Justin Anambiousou, qui est un diplomate béninois, qui a été ambassadeur du Bénin à Paris, mais qui est un franco-béninois. Et c'est vrai que ces personnalités, ou alors des gens des affaires, ou quelqu'un qui est aussi dans le sport, dans le football, donc il y a un certain nombre de personnalités d'origine extrêmement différentes, mais qui ont un rôle à jouer dans la définition de la politique africaine de la France, mais je dirais pas dans la politique dans le sens diplomatique, sécuritaire réellement, mais surtout c'est vis-à-vis de ce qui est prévu, une sorte en fait pour valoriser l'Afrique et les Africains. C'est eux qui préparent une saison africaine en France en 2020. Donc il y a vraiment il y a une stratégie derrière. C'est pas a priori on se dit mais c'est un affichage, un conseil présidentiel africain, mais ça a un sens, peut-être pas à court terme, mais à moyen et long terme, peut-être moins finalement vis-à-vis de la politique de la France en Afrique, mais je pense que beaucoup plus finalement, encore une fois, vis-à-vis d'une stratégie électorale en France. Ce qu'on observe, vous qui êtes vraiment un connaisseur des différents... en fait, différentes époques de la politique africaine à travers Hollande, à travers Sarkozy et d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, il est capable de faire ce qu'on appelle cette rupture systémique, de disrupter pour montrer qu'on est passé à un autre cycle? Alors, je pense que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je pense que la France-Afrique, on est quand même... passé d'une France-Afrique d'État, qui était la paix du temps de Jacques Foccart, le Monsieur Afrique du général de Gaulle, on est passé à une France-Afrique de réseau privé. Ça veut dire que vous avez énormément d'hommes d'affaires, vous avez énormément surtout des hauts fonctionnaires français du renseignement, des militaires, qui ont créé des boîtes d'intelligence économique, qui sont très souvent au service de chefs d'État africains. Souvent, ils sortent toujours le drapeau français, mais on est quand même beaucoup plus dans l'Afrique-France actuellement que dans la France-Afrique. Donc, quand on entend parler, regardez les affaires Benalla, pourquoi est-ce qu'on a créé, voilà, il a été au Tchad, il a été au Congo-Brazza, tout de suite on dit, oh là là, c'est Macron qui l'envoie. En fait, c'est plus subtil que ça. Ce sont les chefs d'État africains qui se disent, eux, avec leur façon de fonctionner, que Benalla, il reste dans le clan Macron. Donc, si on reçoit Benalla chez soi, il doit connaître tous les secrets du château. Donc, vous voyez, on est beaucoup plus dans l'Afrique-France que dans la France-Afrique. Et c'est vrai que
Emmanuel Macron, qui n'a pas vraiment, on ne peut pas dire qu'il ait une fibre africaine, mais il a bien conscience d'un monde, il a bien compris de l'importance de l'Afrique pour la France, mais il a bien compris aussi ici l'importance, encore une fois, des Français d'origine africaine. Vous savez très bien que la temporalité en Afrique, le fait de prendre le temps est un élément fondamental pour fusionner avec le continent. Est-ce que Macron aura le temps pour pouvoir fusionner avec l'Afrique? Est-ce que je crois pas. C'est vraiment pas sa stratégie. Je pense qu'il est beaucoup plus dans une stratégie de rupture à l'ancienne. Ça veut dire sortir du paternalisme, sortir de la France-Afrique avec des réseaux. Enfin, il faut sortir, pour faire court, de la politique assimilationniste. Ça veut dire il sera beaucoup plus pour l'Afrique aux Africains. Sortir la politique assimilationniste, c'est vrai que la France, mais encore une fois, c'est un certain nombre, que ça soit du côté français ou du côté africain, les jeunes ne savent pas que Houphouët-Boigny a été député et médecin en France. Et les gens ne savent pas que Senghor a été aussi dans les gouvernements français avant la décolonisation. Donc il faut comprendre, là, on a vécu pendant toute la période, les dernières années, une sorte d'anachronisme historique, même les 2 dernières décennies. Oui. Mais c'est un anachronisme historique. Je pense que Macron ne sera pas plus africain. D'ailleurs, il a dit qu'il n'y a plus de politique africaine, une politique de la France à l'égard de l'Afrique, comme une politique de la France à l'égard des États-Unis ou de l'Asie. Il y a une volonté de rupture, en même temps de savoir, il ne peut pas non plus tirer l'ardoise magique sur toute la période coloniale et post-coloniale. Donc il a quand même une stratégie qui est celle de rupture, mais encore une fois, il y a des pesanteurs. La France a toujours des intérêts stratégiques, en partie dans le business. Donc il ne peut pas non plus totalement passer à autre chose. Oui, mais justement, est-ce qu'on peut comprendre sa stratégie dans cette envie de rendre lisible la politique africaine de la France, quand on a vu des cas, la RDC, le Congo, le Gabon, on voit il y a un flou total. Et où est le changement? Où il est le changement? Là, le changement, en fait, on demande, c'est toute la contradiction, on demande finalement à la France d'appuyer des changements, d'appuyer des sociétés civiles pour qu'il y ait des changements en Afrique. Mais en même temps, c'est bien évident qu'il y a le problème de l'Afrique, en particulier dans le pré-carré, où vous avez les autocrates, plus ils restent au pouvoir, plus ils s'enferment avec leur famille, le premier cercle, plus finalement les anciens compagnons de route s'éloignent, eux ils passent dans l'opposition et ils se font appuyer par les sociétés civiles pour prendre le pouvoir. Ça s'est passé avec Roch Kaboré au Burkina Faso, avec Macky Sall, le jour où Abdoulaye Wade a choisi son fils naturel, Karim Wade, au lieu de son fils spirituel qui était Macky Sall. Macky Sall s'est fait appuyer par les mouvements comme Y en a marre pour prendre le pouvoir. Il vient de se faire réélire. Donc on voit que c'est pas Macron qui va changer cet autocrate, avec des gens que la France avait cooptés au pouvoir dans une période historique. C'est sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a une dimension qui ne semble pas... En fait, on a capté l'appellation, les diasporas africaines, mais on mélange très souvent les diasporas avec les migrations ou la migration. Mais alors que c'est un autre sujet. Il s'agit de parler de ces franco-africains. Et est-ce qu'aujourd'hui, la politique africaine de Macron va intégrer réellement cette dimension et cette richesse? C'est toute la difficulté finalement, c'est que c'est très difficile entre toute cette politique migratoire, cette politique européenne contre les migrations clandestines et en même temps valoriser finalement un certain nombre, valoriser des élites et valoriser l'Afrique. C'est vrai que c'est pas simple. Mais il y a une vraie volonté par rapport à la 2e ou 3e génération. On voit bien qu'il y a un certain nombre, on voit bien par exemple, si vous regardez de près les députés qui ont reçu des missions pour travailler sur les diasporas ou sur l'aide au développement, c'est pas hasard si ce sont très souvent des Français d'origine
africaine, même s'il s'appelle Hervé Berville, par exemple, qui fait un rapport sur l'aide au développement, ben, personne ne sait. On dit Hervé Berville, personne ne sait. En fait, c'est un Rwandais dont les parents sont morts pendant au cours du génocide du Rwanda et qui a été adopté par une famille normande. C'est pour ça qu'il s'appelle Hervé Berville. Mais Hervé Berville, il a la couleur, il est noir. Donc, vous voyez, il y a énormément de députés, de gens comme ça, ou Silla, qui est une députée, qui a été chargée de... Vous croyez vraiment que c'est un hasard si on choisit une Française d'origine sénégalaise pour la faire travailler sur les diasporas? Il y a quand même bien une stratégie. Est-ce qu'aujourd'hui, pour terminer cette rencontre, on est entré dans un nouvel âge, vraiment, dans cette relation France-Afrique? Je crois que de toute façon, très franchement, supposons même que Emmanuel Macron il soit vraiment, comme dit un certain nombre d'associations qui sont contre la France-Afrique, qu'il soit vraiment dans un esprit toujours assimilationniste, qu'il aimait que les Africains qui nous ressemblent ou qui parlent qu'ose bien français et qui soit dans cette politique-là. L'Afrique est totalement mondialisée. La France, malheureusement, dans toute cette période, je ne dis pas qu'il fallait qu'elle conserve les positions qu'elle avait parce que ce n'était pas normal qu'elle contrôle tous ces pays, ces marchés à 50-60%. Mais franchement, maintenant, le monde a changé et je pense qu'il a pris la mesure. Je veux dire que la France a tendance à se recroqueviller alors que l'Afrique se mondialise et il y a le monde entier dans les salles d'attente des chefs d'État. Mais on le voit, il y a tellement de choses à dire sur cette politique et sur cette relation France-Afrique. Il y aura probablement d'autres occasions pour pouvoir développer ces idées. Merci Antoine Glaser vraiment pour cette belle expertise et on connaît vos livres et vos écrits et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Bientôt. C'est moi qui